Correction de la série de TD numéro 3 sur les orbitales atomiques et les remplissages électroniques. Ce qu'il faut retenir de ce chapitre, que la fonction d'onde définit l'état dynamique d'un électron. C'est une fonction qui dépend donc des coordonnées spatiales x, y, z et également du temps. Elle permet de déterminer la probabilité de présence d'un électron. Sa résolution nous donne des valeurs n, l et m qui déterminent l'état d'un électron. Ces n, l, m sont reliés par des inégalités mathématiques. Dans le cas où L est égal à 0, on a l'orbital S. Dans le cas où L est égal à 1, on a des orbitales P. Dans le cas où L est égal à 2, on a des orbitales D. Dans le cas où L est égal à 3, on a des orbitales F. Ces orbitales atomiques, ils peuvent être caractérisés par des nombres quantiques, par des cases quantiques. Et chaque case quantique peut contenir au maximum 2 électrons. Ce remplissage se fait bien sûr par la règle de Klikovsky selon la valeur de l'énergie croissante. N plus L doit être croissant. Passons maintenant à la correction de cette série. L'équation de Schrödinger décrit le comportement ondulatoire d'un électron. Les solutions de cette équation sont appelées des fonctions d'onde. Elles définissent l'état dynamique d'une particule. Les fonctions d'onde sont des fonctions de coordonnées spatiales x, y, z et également donc du temps. Elles permettent donc de déterminer la probabilité de présence d'une particule ou bien dans notre cas d'un électron dans tout l'espace. Elle n'a pas de sens physique. Les trois nombres quantiques sont reliés par les inégalités suivantes. Donc, la résolution donc, de cette fonction d'onde nous donne la valeur de n, de L et de m. Le n, c'est un nombre quantique, elle est supérieure à 0. Elle caractérise la couche occupée par l'électron. La couche est aussi symbolisée par une lettre majuscule avec la correspondance suivante. Lorsque n est égal à 1, on a la couche K. Lorsque n est égal à 2, on a la couche L. Lorsque n est égal à 3, on a la couche M et ainsi de suite. Dans le cas du nombre quantique L, c'est-à-dire secondaire, elle caractérise la sous-couche occupée par l'électron. Dans le cas où L est égal à 0, on a la sous-couche S. L est égal à 1, on a la sous-couche P. L est égal à 2, on a la sous-couche D. L est égal à 3, on a la sous-couche F. L est égal à 4, on a la sous-couche G. Également, on a le dernier nombre quantique magnétique qui caractérise la case quantique occupée par l'électron. Elle peut être donc compris entre moins L et plus L, c'est-à-dire elle prend toutes les valeurs comprises entre moins L et plus L. Également, on a un dernier nombre quantique qui s'appelle le spin. Elle peut avoir deux valeurs possibles, plus 1,5 et moins 1,5. Alors, c'est un nombre qui peut être caractérisé dans des cases quantiques par des flèches. Vers le haut désigne donc un électron de spin positif et vers le bas désigne un électron de spin négatif. Après, donc, on a les valeurs possibles des nombres quantiques compris entre n est égal à 1 et n est égal à 4. Alors ici, vous avez des valeurs de n, c'est-à-dire de chaque niveau énergétique, qui sont supérieures à 0. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Et selon donc la valeur de n, on a les conditions sur les valeurs de L qui sont comprises entre entre 0 et n-1. Donc, on a les valeurs possibles de L dans le cas où n est égal à 1, c'est 0. Dans le cas où L est égal à 2, donc on a des valeurs possibles de L, c'est 0 et 1. Dans le cas où n est égal à 3, donc les valeurs possibles de L, c'est 0, 1 et 2. Dans le cas où L est égal à n est égal à 4, les valeurs possibles de L sont 0, 1, 2 et 3. Également, on a des valeurs de M qui sont reliées par l'inégalité suivante. M est compris entre moins L et plus L. Dans le cas où L est égal à 0, les valeurs de M, c'est 0. Dans le cas où L est égal à 0, donc on a 0. L est égal à 1, on a moins 1, 0 et 1. Donc, chaque fois, donc, on détermine les valeurs possibles de M. Dans le cas où L est égal à 2, les valeurs possibles de M, c'est moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Dans le cas où L est égal à 3, les valeurs possibles de M sont comprises entre moins 3 et 3.
qui définissent donc les cases quantiques. Également, on peut déterminer le nombre d'orbitales atomiques. Dans le cas où n est égal à 1, on a une seule orbitale atomique qui est S. Dans le cas où n est égal à 2, donc on a deux valeurs de L, 0 et 1, donc il va déterminer un certain nombre d'orbitales atomiques qui sont de 4, et ainsi de suite. Ensuite, on peut donc déterminer le nombre d'électrons maximal qui peut être occupé par chaque niveau énergétique et correspond à la relation de n au carré. Dans le cas où n est égal à 1, on a la valeur maximale d'électrons, c'est 2. Dans le cas où n est égal à 2, donc c'est 8. Dans le cas où n est égal à 3, c'est 18 électrons maximum à remplir. Dans le cas où n est égal à 4, on a 32 électrons à remplir. Ici, donc, on a des conditions sur les valeurs de N, L et M et on veut obtenir ou bien on veut savoir quel type d'orbital atomique. Alors, dans le cas où N est égal à 1, donc on est dans le niveau énergétique 1. Lorsque L est égal à 0, donc c'est S. Et dans ce cas, l'orbital atomique représente dans cette condition, c'est un S. Dans le cas où N est égal à 3, donc c'est le niveau 3, L est égal à 2, c'est l'orbital 2. Donc, la condition de M est vérifiée. Par conséquent, l'orbital atomique, c'est 3D. Dans le cas où n est égal à 4, L est égal à 1, L est égal à 1. Donc, on a n est égal à 4 correspond au niveau 4 et L est égal à 1 correspond au P. Donc, l'orbital atomique qui correspond à cette condition, c'est 4P. Parfois, on vous donne des quadruplés. On vous demande est-ce que ces quadruplés peuvent représenter ou bien peuvent décrire un état d'un électron. Alors, bien sûr, on va voir est-ce que les valeurs qu'on a sur L et M vérifient les conditions, c'est-à-dire les inégalités qu'on connaît. Donc, on a ici L, n est égal à 2, donc les valeurs possibles de L, c'est 0 et 1. Ici, donc, on a 2, ça ne colle pas, donc ce n'est pas un quadruplé qui peut déterminer ou bien qui peut décrire l'état d'un électron. Ici, on a 4 est égal, n est égal à 4, les valeurs possibles de L, c'est 0, 1, 2 et 3. Alors, dans le cas où on a L est égal à 0, donc les valeurs de M possibles, c'est 0. Ici, on a moins 1, donc ça ne colle pas. Et dans ce cas, ils peuvent pas, ce quadruplé ne peut pas décrire l'état d'un électron. Dans ce cas, c'est-à-dire dans les trois cas, c'est-à-dire les trois quadruplés qui restent, donc elle vérifie les inégalités, par conséquent, elle peut décrire l'état d'un électron et donc ils peuvent donner le type d'orbital atomique. Ici, on vous donne un quadruplé, on vous demande simplement de déterminer l'orbital atomique qui correspond à ce quadruplé. Donc, on a 3, c'est n est égal à 3, L est égal à 2, c'est D, donc c'est l'orbital 3D. Dans le cas 5 et 3, on a l'orbital 5F, 5 et 1, l'orbital 5P. Alors, pour le deuxième exercice, il faut donc remplir, c'est-à-dire il faut faire un remplissage électronique de quelques éléments chimiques. Pour faire ce remplissage électronique, donc, on a trois règles à suivre. C'est la règle de Pauli, c'est le principe d'exclusion, c'est-à-dire deux électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs quatre nombres quantiques tous identiques. La règle de Hund, l'état électronique fondamental correspond à un maximum de spins parallèles. Règle de Klikovsky, donc c'est la règle de n plus 1 croissance, c'est-à-dire c'est question d'énergie. Dans le cas, on vous donne deux orbitales atomiques et on vous dit quelle est donc l'orbitale qui doit être remplie la première. Bien sûr, c'est celle qui va correspondre à une énergie minimale. Alors, dans le cas O3, dans le cas de l'orbitale 3D, on a n est égal à 3, L est égal à 2, donc on a n plus L est égal à 5. Dans le cas de 4S, on a n est égal à 4, L est égal à 0, donc n plus L est égal à 4. Et dans ce cas, c'est n plus L qui est égal à 4 qui va être rempli la première. Donc, c'est l'orbital atomique 4S qui va être rempli avant l'orbital 3D. La configuration électronique de quelques atomes et des ions. Par exemple, dans le cas de l'atome d'oxygène, il faut suivre, d'ailleurs pour tous les éléments chimiques, on doit suivre la règle de Klikovsky. On remplit d'abord la première couche 1S, on passe à la 2S, puis 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, et ainsi de suite. Donc, en faisant ce type de remplissage, il faut simplement faire attention dans le cas où on a des cations. Donc, il faut enlever 3 électrons. Et dans le cas des anions, il faut ajouter, dans le cas de soufre, il faut ajouter 2 électrons. Dans le cas de fer, il faut enlever 2 électrons. Dans le cas d'aluminium, il faut enlever 3 électrons. Ce qui fait le remplissage électronique d'un atome et ses ions n'est pas le même.
Alors, la configuration électronique en utilisant une écriture simplifiée, il faut toujours faire attention qu'on peut mettre avant un gaz rare, donc que ce soit l'hélium, l'argon, le néon, le krypton et ainsi de suite, suivi des autres orbitales atomiques qui ne correspondent donc pas au remplissage d'un gaz rare. Alors ici, il faut déterminer le nombre d'électrons de valence. Pour déterminer le nombre d'électrons de valence, ainsi les couches de Kerr et le nombre d'électrons de valence. Pour déterminer le nombre d'électrons de valence, il faut suivre les étapes suivantes. D'abord, il faut écrire la configuration électronique de chaque élément qu'on a déjà fait. Ensuite, il faut entourer les couches externes de chaque élément chimique. Alors, entourer les électrons de la sous-couche en cours de remplissage. Donc, on a même les sous-couches qui sont en cours de remplissage, par exemple la 3D ici, la 4S1 ici, les 4S1 ici. Les électrons entourés sont ceux de valence. Les autres électrons sont ceux de Kerr. Alors, tout ce qui est entouré, ça va correspondre aux électrons de valence qu'on va donc dénombrer. Ici, on a 6, là, on a 8, 8, 1, 7, 6, 5 et 6. Et le reste que vous trouvez donc de ce côté, ce sont des couches de Kerr qui représentent les électrons de Kerr. Alors, la couche de valence correspond à la valeur de N maximale et à la sous-couche insaturée, c'est-à-dire qui est incomplète. Alors ici, pour cette question, il faut déterminer l'état magnétique d'un électron. Alors, l'état magnétique d'un électron, elle dépend des électrons célibataires qui correspondent à chaque électron. Si l'atome possède des électrons célibataires, donc il est paramagnétique, sinon il est diamagnétique. Alors, pour pouvoir le faire, il faut toujours représenter, c'est-à-dire la représentation simplifiée de l'électron, de l'atome. Ensuite, de représenter les couches de valence dans des cases quantiques. Et en faisant un remplissage correct, il faut d'abord remplir donc la couche de Z puis passer à la couche, NS puis passer à la couche NP. Si on a des couches D, donc il faut remplir la couche NS puis passer à la couche ND. Simplement, il faut faire attention. Dans le cas de l'argon, de chrome et du cuivre, le remplissage, donc, il ne suit pas, si vous voulez, Klikovsky. Simplement, ici, l'état la plus stable pour le chrome, ça correspond à 4S1 et 3D5. Et celui de cuivre, c'est 4S1, 3D10 et non pas 4S2, 3D9 et non plus 4S2, 3D4. Donc là, c'est une indication qu'il faut faire attention. Donc là, on voit bien qu'on a des électrons célibataires, ça correspond à un élément chimique qui est paramagnétique. Et dans le cas où on n'a que des électrons appariés, on n'a pas des électrons célibataires, ça correspond à des atomes qui sont diamagnétiques, ou bien l'état magnétique et les diamagnétiques de l'atome.